Salut les marks et les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Yerem et je suis comme toujours accompagné du jovial Giscal. Salut Giscal. Bonsoir Yerem, bonsoir tout le monde. Alors cette semaine donc on va analyser le SmackDown qui avait lieu le 18 octobre 2016 à Denver dans le Colorado. Je vous rappelle de penser à vous abonner sur YouTube, iTunes ou PodCloud pour ne manquer aucun épisode, découvrir des surprises comme des reviews de pay-per-view, mais également le CDC Quiz Podcatch Championship qui a eu lieu il y a quelques jours, qui mettait aux prises donc une équipe représentant Catch Up et une équipe représentant nos copains de Feud of the Year. Et pour vous la faire en mode spoiler, on a lamentablement perdu, ils ont lamentablement gagné. Et du coup, les gagnants ont le droit de envahir l'émission de Catch Up. Vous l'avez entendu dans le Catch Up Pro, c'est Kovac qui a eu l'honneur, si je puis dire, de participer à l'émission de Catch Up. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Et nous recevons l'ami Latrell. Salut Latrell. Salut. Alors les petits perdants, on est content de m'avoir? Ah ouais, j'avoue qu'on s'est battu, hein. On s'est battu pour t'avoir. Hein. Ah bah ouais, en même temps ça, vous m'avez donné la partie la plus simple. Hein. On s'est dit qu'on allait le voir contrebalancer avec la jovialité habituelle de Giscal qui voit qu'il y a quelque chose de positive dans SmackDown. On a souvent le même avis, Giscal et moi, bizarrement. C'est vrai. Après, c'est dans l'expression. Ouais, c'est ça, c'est dans l'expression de la vie qui est différente. Donc nous serons trois ce soir pour parler de ce formidable entre guillemets épisode de SmackDown. Donc au menu, Bray Wyatt découvre un nouveau moyen de transport. Alexa Bliss fait du cosplay pour Halloween. John Cena, se fait shooter par Carmella. Kenny ne meurt pas dans cet épisode. Et James Ellsworth rend un vibrant hommage à HBK. Donc on va commencer par la promo d'Orton, si vous voulez bien. Alors, donc Randy Orton, comme vous le savez, toujours en rivalité avec le gourou du Bayou, Bray Wyatt, s'avance sur le ring et donc nous balance une petite promo. Donc il avoue que Bray Wyatt c'est un vrai méchant, que combattre contre lui c'est comme lutter contre des sables mouvants. Bon, vous voyez l'image, hein, plus on se débat et plus on coule. Bref. Il dit ouais t'as réussi Bray, donc tu m'as révélé tel que je suis, voilà je suis colère, je suis vengeance, etc. Donc Bray Wyatt évidemment apparaît à ce moment-là, mais il est dans un cercueil et oui il est entouré de 2-3 personnes toujours habillées avec leur masquées avec leur masque de mouton. Hein. Ouais. Donc Bray Wyatt dort dans un cercueil et ouvre les yeux et donc déclare pas besoin de venir à moi Randy, moi je viens à toi, je vais t'offrir un voyage, je m'amuse bien et toi est-ce que tu t'amuses? À ce moment-là, donc il avait une surprise pour Randy Orton et cette surprise entre guillemets c'est Luke Harper qui débarque sous le Titantron pour un combat. Luke Harper donc qui porte une espèce de parka qui était passé à la déchiqueteuse, hein, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Et donc ce soir nous avons donc un match opposant Randy Orton à Luke Harper, donc le revenant. Donc Luke Harper, alors je sais pas, il doit avoir un souci parce qu'il fait plein de gestes étranges, il en faisait déjà pas mal, il avait pas mal de mimiques assez bizarres avec ses mains, mais alors là, je sais pas, il brasse du vent là, il fait plein de gestes un peu chelous avec ses bras, mais Orton ne se laisse pas impressionner, il a pas peur d'Harper. Donc ça commence avec des grosses distributions de baffes depuis la 3e corde, on a notamment une superplex d'Orton. Bon, le match tourne court, puisque à ce moment-là, on a Bray Wyatt qui débarque en Uber cercueil, si je peux dire, qui est dans un cercueil roulant, poussé par ses sbires. Le cercueil s'approche avec Bray Wyatt qui est dans son drôle de carrosse. À ce moment-là, il y a pas mal de coupures pub. Il y a eu tellement de coupures pub dans ce SmackDown, toujours à des moments un peu mal placés, on va dire. Donc on revient à ce moment-là. Orton était à l'extérieur du ring. Il se fait décompter jusqu'à 9.
Donc il revient à temps. Donc on retourne lentement aux vraies affaires sur le ring. Hein. Là on a une petite session de coups assez, ça un peu mou, hein, tout ça comme match. Pendant ce temps-là, on a David Otunga, hein, qui est un des 3 commentateurs de SmackDown, à notre grand regret, qui tente de décrypter. Il est pas très malin, hein, David Otunga, qui tente de décrypter le message de Bray Wyatt. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Bray Wyatt avec ce cercueil quand il s'approche? Quel message veut-il faire passer à Randy Orton et aux spectateurs? Évidemment, ça se termine avec une intervention de Bray Wyatt, Big Boot de Luke Harper, beatdown des Afro Jojo sur Randy Orton. Et au moment où Bray Wyatt ouvre le cercueil, qui a visiblement été refermé, pour y placer sa proie, on imagine, eh ben le cercueil n'est pas vide, et non, c'est Kane à l'intérieur. Et oui, ce bon vieux Kane qui est là, qui se relève, qui empoigne Bray Wyatt, et donc les deux gentils reprennent le dessus. Mais alors que la correction semble faite pour la Wyatt Family, plongée dans le noir, retour de la lumière et les affreux Jojo ont disparu. C'est ainsi que se termine cette séquence de la Wyatt Family, Randy Orton et Kane. Alors, est-ce que vous, contrairement à David Otunga, vous avez compris le message que voulait faire passer Bray Wyatt aux spectateurs? On va commencer avec Latrell, notre invité. Oh bah oui, quand même, on a bien compris qu'il voulait l'emmener en enfer, mais c'est surtout que Bray Wyatt a pris vraiment là tous les attirails de l'Undertaker entre le cercueil, les moines moutons là qui l'accompagnent et les apparitions magiques. Donc voilà, il l'emmène dans un monde fantastique, quoi, quel enfer. Est-ce qu'ils emmènent les spectateurs avec lui, tu crois, ou pas? Oui, parce que c'était un peu trop. Enfin, c'est surtout l'apparition de Kane en fait. Il faudrait qu'il sorte de l'équation pour que la passation Taker Wyatt se fasse plus simplement. Parce que là, Kane qui est dans le cercueil, enfin, tout le monde s'y attendait quoi. Tu vois le cercueil refermé, réouvert, tu fais ok. C'est un cercueil double fond, hein, on connaît les trucs. Et hop, il sort. Ah bah alors là, on n'était pas surpris. Et toi, alors Giscard, est-ce que la magie a opéré sur toi malgré tout? Est-ce que tu comprends le concept de double fond? Oui, alors le concept de double fond, en effet, ne m'est pas étranger. Mais toujours est-il que, je sais pas, moi je suis toujours un peu plus naïf quand je regarde l'émission, je débranche un peu, j'enlève ma casquette d'analyse. Alors du coup, c'est vrai que j'avais pas forcément vu Kane arriver dans ce cercueil. Bon, j'étais à moitié surpris. C'est vrai que l'histoire s'y prête quand même pas trop mal. Mais je suis assez d'accord. Avec Latrell sur le fait que il faudrait. Bon, c'est bien que Kane ait fait une petite apparition parce que on a trop souvent eu par le passé des disparitions causées par les Wyatt sans lendemain en fait. Donc là, voilà, ça prend un peu la suite de ce qui s'était passé. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, c'était la semaine dernière, je crois, où Kane disparaît du tag team match sur un coup de magie un peu. Donc voilà, il est de retour. Mais je suis d'accord pour dire que il faudrait peut-être qu'il sorte de l'équation pour que Wyatt puisse pleinement prendre la dimension qu'il semble vouloir lui donner, parce que vraiment il lui donne tous les attraits de la gimmick du Taker un peu twisté en mode gourou. Donc je suis en effet d'accord. Je pense que ça devrait, Kane devrait sortir de cette affaire-là. Après sur l'efficacité du segment, moi j'ai trouvé ça pas trop mal. Ça marche bien, le public réagit bien. On tourne un petit peu en rond parce qu'on n'avance quand même pas des masses dans cette histoire. Ça fait quand même plusieurs semaines que c'est beaucoup de tours de magie, de jeux de mind games là, mais bon ils ont quand même ils se foutent pas trop sur la gueule en direct. Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu quand même en rond, mais bon. Oui, l'ampleur, c'est vrai que le match là n'a pas duré très longtemps, il a vite été interrompu. Non, je continue à donner des points pour l'effort, on va dire, parce que ça reste, voilà, ça sort des sentiers battus, quoi. C'est un peu original et manifestement ça marche bien avec le public. Après, voilà, faudrait qu'on passe un peu peut-être à la vitesse supérieure et sortir Kane de tout ça, quoi. Mais ouais, Latrell, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est peut-être aussi la place dans le show qui est gênante, parce que ouvrir sur un segment comme ça fait un peu difficile, ouais. C'est un peu compliqué, quoi, parce que du coup le public sait pas trop à quoi s'attendre. Tout à l'heure, IRM, tu parlais des coupures pub. C'est vrai que quand il y a une coupure où il
où ça revient, on voit Orton compter 9 en dehors du ring, on sait absolument pas ce qui se passe, et si je me souviens bien, on nous montre même pas ce qui s'est passé. C'est vrai. Bon, ok. T'as chuté, t'as eu un AVC, on sait pas. Mais effectivement, alors des coupures pub comme ça, il y en aurait eu beaucoup, et c'est vrai que d'habitude, ils nous montrent un peu ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Alors là, peut-être qu'il s'est rien passé en fait, ou j'en sais rien, mais. Ouais, il a voulu. Mais c'est pareil très étrange, quoi. Donc. Et du coup là, le cercueil, est-ce que vous êtes comme moi, vous dites que ça annonce le retour de la stipu? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ça vous ferait plaisir? Ouais, bon, ça fait longtemps. Un petit match cercueil là. Je sais pas si c'est pour la dernière fois qu'il y en a eu un, mais. Franchement, le dernier casquette match, je ne sais pas. On va demander à nos auditeurs s'ils connaissent la réponse, de le mettre dans les commentaires. Hein. La Voilà. dernière fois, c'était pour savoir qu'il est la dernière fois que John Cena avait perdu en weekly. C'était pas mal, les gens s'étaient pas mal battus sur la question. On va passer à la division féminine, puisque comme vous le savez, alors Becky Lynch, je ne sais pas si on a su exactement ce qui lui était arrivé à la pauvre Becky Lynch. Donc le match avait été annulé, le match pour le titre avait été annulé et reporté au 8 novembre à Glasgow, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Le 5 ou le 8, c'est ça. Le match était reporté pour la tournée européenne. Le 8. Ouais. Donc voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait. Voilà, une défense de titre. Donc du coup, la first contender, donc Alexa Bliss se retrouve avec une rivalité, on va dire, de transition temporaire, C'est ça, ouais. face à l'acrobatique Naomi. Donc on va essayer de régler rapidement cette rivalité, visiblement, puisqu'on organise on organise un nouveau match entre les deux aujourd'hui. Donc ambiance un peu Halloween pour Alexa Bliss, puisqu'elle est venue avec son petit cosplay là, Freddy Krueger. Ambiance vendredi 13. Alors, ça tombe bien, elle avait déjà ce petit truc à la main là avec ses griffes de la nuit là. C'est pas vendredi 13. Les griffes de la nuit, pardon. Merci la traite. Syncope. Le spécialiste du film d'horreur qui est en train de convulser. Pas d'erreur cinématographique avec la traîne. Hein. Ah ouais, c'est. Ah oui, parce que j'imagine CDC Quiz Cinéma Champion. Bah oui. Bon voilà. Alors arrêtez. Bref, parlons du match. Le match qui a un peu de mal à démarrer puisqu'Alexa Bliss fait tout pour éviter l'affrontement. Mais bon, le contact est inévitable, heureusement pour nous. Donc Naomi enchaîne les gros coups de pied comme elle fait d'habitude. Enfin, c'était un peu bizarre d'ailleurs, cette séquence-là, elle a un petit peu de mal. Le match était un petit peu mou au début. On n'avait pas trop d'impact. Springboard, clothesline, tentative de tomber pour le compte de 2. Alexa Bliss qui décide enfin à reprendre l'avantage, visiblement agacée dès qu'elle perd le contrôle du match. Le contrôle justement, elle finit par le perdre à nouveau avec un autre enchaînement de Naomi, Lariat, dropkick, boom et compagnie, It's Glow Time. Alors, voilà, c'est son nouveau gimmick avec toutes ces lumières. Voilà. Elle pose un moonsault et elle tente un autre tombé, Naomi, mais pour le compte de 2 seulement. Donc elle remonte, mais un peu naïvement, car Alexa Bliss l'accueille comme une fleur. Elle place son Twisted Bliss, donc son saut là inversé depuis la 3e corde, et arrache donc une victoire essentielle pour la First Contender. Donc, victoire d'Alexa Bliss suivie d'une petite interview de Renee Young. Alexa Bliss envoie donc un challenge, elle interpelle Becky Lynch, elle dit dans 3 semaines. Alors, à ce moment, c'est dans 3 semaines, dans 2 semaines, on ne sait pas trop, mais bon. Dans 3 semaines. Ouais, elle a dit 3 semaines, mais bon, après Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Ok. Le conte de fées de Becky Lynch, donc cette vieille sorcière rousse, parce que les roux n'ont pas d'âme, je vous le rappelle, se termine. Et c'est ainsi que se termine donc également la séquence de Alexa Bliss versus Naomi. Bon, alors cette petite rivalité là, temporaire entre Alexa Bliss et Naomi, est-ce qu'elle fait le boulot, Giscal ? Écoute, ouais. Enfin, mieux que ce que je pensais. J'étais un peu déçu. Enfin, moi, j'étais même carrément déçu de ce qui s'était passé à No Mercy avec la victoire de Naomi. Calme-toi. Tu vois, moi, quand je suis vénère, je dis je suis carrément déçu. De la victoire de Naomi scandaleuse là à No Mercy contre Alexa Bliss. Bon, il s'en tire pas trop mal au final parce que tout est plutôt bien écrit et booké derrière. Manifestement, si on suit bien la logique, ça semble soldé. La victoire semble assez définitive et clean.
La petite interview post-match derrière semble indiquer que maintenant le retour de Becky Lynch devrait plus trop tarder et Alexa Bliss se reconcentre à fond sur le titre. Donc ça c'est bien. Moi je suis content. Voilà, la rivalité a bien fonctionné. Et puis ce petit match final était pas mauvais. Moi j'ai plutôt bien aimé. C'est monté en intensité progressivement. Tu l'as dit au début, c'était peut-être un peu mou, un petit peu brouillon, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien. La sauce avait plutôt bien monté pendant tout le match. Naomi, je commence à bien accrocher à certains trucs de son moveset. Tu sais, sa rafale de coups de pied là quand elle saute sur place, ou son style super dynamique. Là, enfin, elle est assez rapide dans le ring. Et puis, alors, par contre, c'était mon top de la semaine dernière. Je sais pas encore si ce sera mon top là en fin d'émission, mais Alexa Bliss, vraiment, je suis en train de tomber amoureux. J'adore. Je trouve qu'elle est vraiment géniale dans le ring, dans ses attitudes, même dans son interview après le match, là, ses petites grimaces. Je trouve qu'elle campe parfaitement son personnage de gamine capricieuse mais très dangereuse et qui peut craquer à tout moment. Tu l'as dit pendant le match aussi, elle s'agace quand elle n'a pas le contrôle. Tu vois qu'elle est au bord de péter un câble. Donc j'aime bien. Je trouve que, enfin, vraiment, elle est excellente et son finish est top. Je suis de plus en plus fan. Je trouve qu'elle sort vraiment des choses solides. Et toi, Latral? Bah, je suis totalement de l'avis de Giscal. Ouais, je trouve qu'avec Bliss fait quand même un super boulot. Son finish est vraiment surprenant en fait. T'as beau le regarder, tu dis putain, c'est faut y aller quand même. Même bourré, t'y arrives pas. Hein. Ah non. Non, mais visuellement, il est intriguant, je trouve. Ouais, oui, parce que tu sais jamais le saut qu'elle doit faire, parce que quand même, si elle a dû se planter plusieurs fois et se prendre le coin du ring dans la gueule, quoi. Ouais. Tu te demandes où est le point de pivot en fait, à partir des comment elle se retourne comme ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est. Et oui, son personnage intéressant aussi. Voilà, non. Moi, ce match a fait le boulot. J'en attendais rien pour un match féminin de même pas First Contender, quoi, sans la championne. Non, bah voilà, hein, c'est portion réussie, quoi. Super, donc Alexa Bliss conserve sa hype, on va dire, de First Contender. C'était le plus important, quoi. Ça, un peu, c'était. C'est le 8, alors il devrait rester deux trucs. Donc à mon avis, la semaine prochaine, tu fais un tag team et puis après tu fais vraiment le match, quoi. Un tag team avec d'autres fans des divas. Oui, bon, ça ils savent faire pour la peine. SmackDown, ils savent mélanger les rivalités. Mais c'est au lieu d'enchaîner avec une autre adversaire pour combler le temps qu'il attend de son match, autant faire des tag teams ou d'essayer d'organiser des matchs à plusieurs, quoi. Donc comme ça, là la rivalité est terminée. Je m'étonnerais que Naomi réintervienne dans un match parce que là, ça serait trop, quoi, du coup. Ouais, moi c'est. Non, et puis il va y avoir les Survivor Series à booker aussi prochainement, donc je pense que. D'ailleurs, on en reparlera à la fin de l'émission avec notre petit challenge qu'on a lancé à nos copains de Raw, là, de la Team Raw. Justement, Latrell, là, tu parlais de faire des rivalités croisées, de faire un match tag team. Effectivement, il y a une autre rivalité dans la division féminine, parce qu'à SmackDown, on sait écrire plusieurs rivalités féminines en même temps. C'est Carmella versus Nikki Bella. Donc Carmella arrive sur le ring pour également faire une promo. Une grosse promo, comme vous allez l'entendre. Donc elle raconte, effectivement, il y a quelques semaines, elle était à son premier gros pay-per-view à SummerSlam, donc à New York, qui est son fief, et qu'évidemment la fête a été gâchée par Nikki Bella. Ça, c'était la fameuse explication enfin qu'on avait eue de pourquoi Carmella s'en était pris à Nikki Bella et qui tourmentait des nuits entières l'ami Giscal. Donc évidemment, quand on est un heel et qu'on provoque un face, le face apparaît. Donc Nikki Bella débarque à son tour et dit: si t'as quelque chose à dire, tu me le dis en face. Donc Carmella lui dit: une fois de plus, tu voles mon spotlight, tu fais comme à SummerSlam, là, voilà, tu veux prendre de la lumière. Mais voilà, et c'est là où le shoot commence un petit peu, si je puis dire, parce qu'elle dit: si tu te permets de faire tout ce que tu veux, c'est bien parce que tu es la petite amie de John Cena. Et ouais, c'est facile d'être fearless, donc sans peur, qui est le credo de Bella.
c'est facile d'être fearless quand c'est John Cena qui te raccompagne le soir à la maison, voilà, dans la rue. Voilà, t'es accompagné par John Cena, on craint pas grand-chose, donc c'est facile de faire genre on n'a pas peur. Et puis là, elle fait oups, j'ai mis les pieds dans le plat, donc elle a parlé de John Cena devant tout le monde, elle a soulevé un petit peu le tapis. Donc Nikki se démonte pas, elle dit tu crois dévoiler un grand secret, mais voilà, c'est vrai que le couple Nikki Bella John Cena n'est pas inconnu du grand public, au contraire, voilà, on a 2 TV shows, il y a des photos de nous deux un peu partout sur internet, donc on en profite de faire un peu de promo pour la nouvelle télé-réalité là des Frangines. Total Bella, merci messieurs les spécialistes. On se cache pas, mais moi quand je monte dans le ring, ajoute-t-elle, je suis plus la copine de John Cena, je suis une véritable athlète, et voilà, une véritable athlète, elles se battent. Carmella finit par lui balancer qu'au final tu es juste une gold digger, donc une chercheuse d'or, quoi. Ouais, chercheuse d'or, c'est-à-dire une fille voilà, qui cherche un bon parti, quoi. C'est ça. Donc John Cena, effectivement, Giscal, tu me contrediras pas. C'est le meilleur parti qu'elle puisse trouver. Oui. Voilà, donc après avoir parlé des parties de John Cena, on enchaîne sur un montage vidéo qu'a concocté Carmella. Je pense qu'elle a demandé de l'aide aux mises, puisqu'on a un très bon montage vidéo qui met en avant toutes les séquences des fameuses télé-réalités où on voit Nikki Bella vivant visiblement au crochet de son mec. Elle est toujours après John Cena. Oh John, tu m'achètes ce beau sac. Oh John, il y a une drôle de bestiole là, sur notre banc dans notre magnifique maison, enfin dans ta magnifique maison, est-ce que tu peux m'aider, etc. Donc fin de la vidéo, pardon, et Nikki répond tu sais utiliser Adobe Premiere, c'est bien. Enfin, je crois pas qu'elle lui ait dit ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai compris. Ça m'a fait marrer. Toi aussi tu as craqué Adobe Premiere vu les tarifs qu'il pratique. Elle fait mais moi j'ai pavé mon propre chemin, dit Nikki Bella, j'ai pas besoin de John Cena, je paye mes factures, j'ai prouvé que je méritais ça, on m'a dit que je reviendrais pas, on se souvient qu'elle a eu sa blessure à la nuque, mais je suis revenu, je n'ai peur de personne ici, pas d'une boss, pas d'une queen. Alors là, effectivement, on a un petit shoot sur Charlotte et Sasha Banks. Absolument. Et certainement pas d'une princesse de Staten Island, qui est évidemment donc Carmella. Carmella se démonte pas non plus. Les deux filles vraiment se démontent pas. Tu utilises ton cul pour te faire, t'as utilisé ton cul pour te faire repérer. Ta frangine pour monter dans le ring et maintenant ton boyfriend pour être célèbre. Et elle drop the mic, comme on dit, elle part là-dessus. Donc grosse séquence shooting de shoot entre Carmella et Nikki Bella. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça, Latrell? C'était très bien fait. C'était le montage vidéo où on la montre vraiment comme une fille fragile, qui a peur de tout, qui veut tout pas quitter son mari. Non, c'était vraiment chouette. Et les discours tenus étaient très clairs et très honnêtes. Moi, ça m'a fait vachement plaisir de voir ça, parce que c'est vrai que c'est pas un secret pour ceux qui suivent le catch que les deux sont ensemble, mais le balancer comme ça, aussi violemment, moi ça m'a plutôt plu. J'ai trouvé ça bien direct, bien chouette. T'as raison, les promos de Carmella étaient assez banales jusqu'à aujourd'hui, et ça crée vraiment l'effet de surprise, ce gros shoot là en impliquant Cena. Bon, Giscal, ça va? Tout c'est bien. On a touché à ton John Cena, donc je me dis que... Oui, je dois t'avouer que du coup Carmella est montée dans ma liste des personnes les plus détestées maintenant. You made the list. You just made the list. Non mais moi je suis d'accord avec Lat. J'ai trouvé que c'était vraiment une super promo, vraiment une excellente promo qui vraiment plante définitivement le décor dans une rivalité qui décidément commence à devenir vraiment très intéressante, je trouve. Il était un peu temps parce que tu l'as rappelé, on en avait marre, ça faisait des semaines que ça partait tout part de SummerSlam, je vous le rappelle. Ouais, tout part de SummerSlam, on n'avait jamais eu l'explication, et pendant des semaines, on avait Carmella qui attaquait. Bon, la violence gratuite, c'est rigolo quand c'est Brock Lesnar, mais sinon, on aimerait bien avoir un peu des histoires et tout. Donc là, ça plante le décor. Et puis c'est surtout que, pour moi, c'est exactement ce que devrait être une promo
pour une rivalité féminine de manière générale. En plus, elles ont eu un créneau qui est super important parce qu'elles ont eu le plein milieu du show, qui est généralement un spot consacré quand même soit à un gros match ou plutôt à une top star et tout. Donc le fameux top hour, t'as raison de le signaler. Ouais. Donc c'était assez intéressant. Et puis franchement, quand t'écoutes une promo comme ça, ça fait mal. Enfin, là, Hank sera content. Je vais faire du coup référence à Raw et peut-être un de ses principaux griefs, mais ça fait très très mal de repenser aux promos de Sasha Banks et de Charlotte à Raw quand on écoute ça, parce que là, voilà, là c'est clair, c'est cash, on comprend pourquoi elles s'aiment pas, on comprend pourquoi elles vont se foutre sur la gueule. Il y a des bonnes punchlines, elles se détestent et elles sont pas obnubilées avec des trucs de on va faire l'histoire, patati, c'est mon rêve et tout, on en a marre. Donc là c'est exactement ce que cette promo devait être. Il y a une petite dose de shoot par-ci par-là, ça surprend personne, tout le monde est au courant, vous l'avez dit, mais en même temps je suis très d'accord avec la Trell, je trouve que c'est un bon argument, c'est intéressant de l'avoir balancé comme ça d'un coup, parce que même si tout le monde est au courant, on s'en était jamais vraiment servi à l'écran de cet argument-là. Donc c'était nickel. Voilà. Et j'ai trouvé que Carmella et Nikki étaient plutôt de façon surprenante très très à l'aise au micro. C'était assez crédible. Donc, le fait que ça a pris du temps, j'imagine, a permis à Carmella. Elles ont eu le temps de bosser. Donc c'est bien, les filles, elles font leur devoir. Mais c'est intéressant aussi ce que tu disais là, par rapport à Raw. T'as l'impression que ça fonctionne un peu différemment. Dire qu'à Raw, elles se mettent une pression énorme pour make the history. Et du coup, en fait, on fait des statements, on dit on va faire l'histoire. Et après seulement elles le font, toi. Alors que là, elles font des choses, on n'attend rien de cette rivalité en particulier, toi. Mais elles apportent quelque chose et après on en parle seulement. Voilà. Et puis là, du coup, on se dirige a priori, la feud va monter en intensité, ça sent le match sans disqualification ou avec une stipu ou un truc. John Cena banni des abords du ring. Voilà, par exemple. Ah ouais. Par exemple, oui. Est-ce que John Cena va intervenir après dans cette rivalité pour prendre la défense de sa femme, ou rester vraiment à l'écart de ça, ou montrer juste des backstage? Je pense que ce serait pas une très bonne idée qu'il intervienne. Non, justement. Mais la WWE a souvent surfé sur une très bonne idée pour en faire un truc totalement inepte et grotesque. Donc c'est pour ça qu'on peut le craindre. C'est vrai. Après, moi, je garde espoir, surtout dans la réponse qui était bien là de Nikki quand elle dit, parce que c'est vrai que ça reste quand même une grande championne à la WWE. Elle a mine de rien une sacrée carrière quand elle a tout de suite dit non mais pourquoi Carmella, pourquoi est-ce que tu réduis toute ma carrière et mes accomplissements à mon statut de petite amie de John Cena, tu devrais avoir honte en tant que femme et tout. Je trouvais que c'était bien. Donc s'il continue sur cet angle-là, c'est cool, quoi. Mais bon, après. Ça ne pas non plus qu'il révèle que Carmella se tape, je sais pas, Randy Orton ou. Ouais, non, j'espère que ça va pas devenir une histoire de coucherie un peu caricaturale. De toute façon, si selon mes sources bien informées, elle sort avec Big Cass. Oui. Ah oui. Voilà. Mais ce qui l'empêche pas de coucher avec Randy Orton. Oui, après tout. Voilà. Enfin, moi je me gênerais pas, par exemple. D'accord. Ok. Bon, c'est pas enchaînons. Ouais, mais du coup, enchaînons. Je voulais trouver un bon moyen d'enchaîner, mais en fait, c'est pas du tout un bon moyen d'enchaîner. Du coup, on va enchaîner quand même avec la division tag team. La division tag team qui va se mélanger avec la division intercontinentale, puisqu'on aime bien les mélanges nous à Catch Up. Du coup, on a donc Ziggler, Slater et Rhino qui ce soir ont un match programmé, les opposants à Miz et au Spirit Squad, car souvenez-vous, la semaine dernière, Slater et Rhino étaient venus en aide à l'ancien blond décoloré qui avait été passé à tabac donc par Miz et ses sbires. Donc toi, Giscal, qui aime bien avoir des explications du pourquoi du comment, on a une explication justement des Slater et Rhino sur leur pourquoi ils sont venus en aide pourquoi des faces sont venus en aide à un autre face. Je croyais que c'était naturel, il fallait pas se poser la question. Bah si, il faut se poser la question. Et en fait, donc Slater explique simplement qu'il le fait pour ses gosses. Et Rhino lui explique que juste il n'aime pas les hommes cheerleaders, donc il n'aime pas les pom-pom boys. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais ça bon, vaut ce que ça vaut. Au moins c'est là, au moins on donne une explication. Donc début du match. Donc Rhino qui commence sur des gros chants EC Dub, évidemment ça les fans n'en décrocheront jamais.
Donc il dégomme les cheerleaders qu'il déteste tant, donc voilà, les paroles suivies d'action. Puis il tag sur son copain. Alors attendez, alors il y a plein de tags qui s'enchaînent avec Heath Slater et Ziggler. Donc évidemment, Ziggler se retrouvant sur le ring, Miz veut entrer. Ils vont en découdre avec celui qui lui a volé le titre intercontinental et qui lui a fait perdre de sa gloire, de son prestige. Donc le Miz entre sur le ring, ça se remet sur la tronche, les méchants vont passer la moitié, si ce n'est tout le match, à enchaîner les entourloupes, ce qui permet justement au Miz de reprendre l'avantage sur le match, sur la rencontre. Mais la stratégie tourne évidemment court quand Dolph Ziggler place un fameux super kick et parvient à taguer sur Heath Slater qui est en feu. Là, le public réclamait Heath Slater, alors que Ziggler était sur le ring. Ziggler qui est un chouchou des fans se voit voler la vedette par Heath Slater. C'est à noter. Donc voilà, Heath Slater qui fait son show. Maintenant, on connaît le moveset de Heath Slater. Ça, c'est assez incroyable. Il place notamment son cutter là. Ensuite, on a à un moment donné un Rhino qui place son gore. Mais ça ne suffira pas à donner la victoire puisque sur une énième fourberie du Miz, c'est bien Kenny, et oui c'est Kenny, qui offre la victoire sur un roll-up. Et donc là on peut dire que, oh mon Dieu, ils ont fait gagner Kenny. Ah oui. Voilà, contrairement à la semaine dernière où il s'était fait tuer. Et donc victoire des vilains aux dépens des gentils sur ce roll-up de l'ami Kenny. Giscal, qu'est-ce que t'en penses de tout ça là? De cette rivalité croisée, du Spirit Squad. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Sur le coup, j'étais un peu déçu. A posteriori, finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal exécuté tout ça. Sur le coup, j'étais un peu déçu parce que je me disais quand j'ai vu les équipes, c'est un peu bidon parce que t'as quand même les champions par équipe et le champion intercontinental ensemble. Ils vont quand même pas perdre contre le Miz et Kenny et Mickey là. J'étais un peu, je sais pas, sur le coup, j'étais un peu énervé parce que je trouvais que c'est quand même pas normal de faire perdre des champions par équipe contre des gars qui viennent juste d'arriver et tout. T'as dû beaucoup souffrir ce soir alors, sans vouloir trop spoiler la fin du podcast. Les champions vont pas perdre. Non, ils vont quand même pas perdre. Non, mais en fait, du coup, c'est vrai que à bien y repenser, c'est quand même pas trop mal parce que bon, déjà, ça permet d'occuper un petit peu tout le monde, on va dire, dans cette période de transition. Et puis enfin oui voilà d'occuper tout le monde et surtout de peut-être de meubler cette période sur laquelle on avait quelques doutes pour Heath Slater et Rhino parce que c'est vrai que on sait que les Alpha, American Alpha et les Usos sont dans leur petite histoire. Heath Slater et Rhino a priori vont rentrer dans une période où on l'avait prédit de défense peut-être un peu moins glamour. Ils vont garder peut-être la ceinture finalement plus longtemps que prévu pour aboutir à une perte de titre in fine, au profit d'une des deux grosses équipes derrière. Et je me dis que voilà, cette petite défaite sur des tactiques heel finalement permettra peut-être, qui sait, une petite feud marrante, peut-être une défense juste à SmackDown, pas forcément en pay-per-view, tu vois, pour entre le Spirit Squad et Heath Slater et Rhino. Et puis après en parallèle au niveau du titre intercontinental, de les garder un peu dans le mix sans. Au bout d'un moment, on tourne un peu à court, on arrive un peu à court de moyens pour d'interaction dans le ring, donc c'est finalement pas plus mal de les greffer à cette affaire-là. Parce que en fait, c'est surtout quand on pense ce Survivor Series, c'est dans 5 semaines, je crois encore. Donc, il y a beaucoup de shows, beaucoup d'émissions. Donc finalement, ce genre de petits trucs croisés fait que on va pouvoir proposer autre chose au public que des promos dans le ring ou des 1 contre 1 qui sont plus réservés pour les pay-per-view. Donc c'est pas mal. Voilà, sur le coup, je trouvais ça chelou, mais en fait, bien y réfléchir, avec le fait que Survivor Series c'est dans longtemps, je pense que c'est plutôt bien exécuté, c'est pas trop mal. Oui, toi, la trailer, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Le seul point positif, c'est justement, ça occupe avant les Survivor Series, parce que j'aurais préféré que Kenny et Mickey restent à l'idée de blague à la fin quand ils sont intervenus pour leur retour lors de je sais plus quel SmackDown avant No Mercy où ils faisaient la conclusion du montage du Miz dessus.
J'ai du mal quand même à les voir en challenger. J'ai pas tellement envie de les voir sur un ring parce que je les trouve pas. C'est pas intéressant. Ils sont pas mauvais. Ouais. Non, mais ça me botte pas quoi, toi. Donc oui, je vais pas me forcer non plus. Je trouve un peu du coup dommage que le tag team se mêle à ça. Moi déjà les matchs à 3 contre 3. Je suis globalement pas fan parce que c'est facile et ça m'intéresse pas quoi. Donc non, c'est pas vraiment un segment que j'ai apprécié. Voilà, je préférais autre chose déjà pour Slater et Rhino. Mais c'est vrai, comment veux-tu occuper Ziggler et The Miz si tu mets pas une défense de titre bientôt, c'est compliqué quoi. C'est le problème des nouveaux calendriers des PPV, c'est que du coup, tu avais des défenses plus régulières. Et là, on arrive à un moment pour SmackDown où le prochain est dans un mois. Donc, c'est difficile de laisser concentrer tout le monde sur l'objectif à venir. Ouais. Surtout que ça n'est pas pour à mon avis, le titre intercontinental. Il va peut-être pas trouver une place sur la carte étant donné que ça part vraiment sur des idées de Survivor Series traditional match et d'un Goldberg Lennart quoi. Donc ouais, ça effectivement c'est une question qu'on se posait la semaine dernière, on en reparlera à la fin sur justement faire un petit point sur les différents rosters qui vont être possiblement alignés pour les Survivor Series. C'est bien que là que vous ayez rappelé tous les deux que les Survivor Series c'est dans 5 semaines, hein, c'est ce que vous avez dit. Ouais, dans un mois, le 20 novembre, je crois. Ouais, dans un bon mois, effectivement, c'est un gros trou, on va dire, en termes de pay-per-view pour SmackDown, hein, contrairement à Raw qui lui a encore un pay-per-view sous le manteau. Et c'est vrai que là, il va falloir faire durer tout ça. Alors, comme tu dis, Giscal, effectivement, il y aura sûrement des titres qui vont être défendus en weekly. Le tag team me paraît être un de ceux-là pour conserver un intérêt, parce qu'effectivement, on peut pas faire ça toutes les semaines. C'est pour ça. Si vous voulez bien, alors, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'en plus, ça va arriver sur un épisode où on a un invité prestigieux. Et ça me fait mal au cœur parce qu'à SmackDown, on n'avait pas trop l'habitude de faire ça. Mais, mesdames et messieurs, on va avoir une séquence Jobber World. Et parce que là, il y a eu pas mal de séquences pas terribles et que on va essayer de s'en débarrasser pour garder un petit peu de place pour le main event et la conclusion. Donc, je mettrai le générique de Jobber World. Ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Donc, cette semaine, dans le Jobber World, on a eu les débuts enfin de Kurt Hawkins pour un vrai match. En tout cas, c'était annoncé comme ça à SmackDown. Donc, il devait avoir un match contre Apollo Crews, le pauvre Apollo Crews. Alors, Kurt Hawkins, visiblement, il a piqué espèce de gimmick d'Eva Marie, puisqu'il a un annonceur qui fait une longue tirade pour le présenter. Donc, voilà, on retrouve un peu l'humour qui a fait les vignettes de Kurt Hawkins sur les fameux Kurt Hawkins Facts. Donc, il fait une blague en disant qu'Apollo Crews, une fois qu'il aura perdu, va s'appeler Apollo Lose. Donc on a un coup de poing de l'ancien Dingo Warrior, petite dédicace pour ceux qui n'ont pas encore écouté le CDC Quiz, et Kurt Hawkins s'en va, privant ainsi les spectateurs de voir ce match. Voilà, donc on a également une petite séquence backstage avec Natalya qui vient défendre sa place justement dans le roster SmackDown pour les Survivor Series. Elle dit que qu'elle a sa place dans le roster, dans l'équipe féminine. Tout en citant du Whitney Houston. Alors vraiment, Natalya, c'est pas possible. Après la pétomane, voilà, Whitney Houston qui fait des répliques de chanteuse, et puis elle place une petite dédicace sur son compte Instagram de son chat. Voilà, super. Et enfin, on a la fin, j'espère, de la rivalité entre Jack Swagger, monsieur je reboot, mais pas vraiment, face au Baron Corbin. Le match pouvant se résumer à Baron Corbin place son End of Days, fin du match, victoire de Baron Corbin, fin de la rivalité, on l'espère, de Jack Swagger. Vous pouvez garder le silence, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, mes chers invités. Sauf si vous avez vraiment quelque chose à dire sur. D'accord. Le Baron Corbin, Jack Swagger, ça a été relativement court et ça a conclu. Ça n'a pas duré trop longtemps, donc ça va quoi. Et puis quand même, son End of Days, la façon dont il le filme reste vraiment hyper impressionnant. Donc
Là, je crois que ça a duré 1 minute ou 2. Allez hop, au revoir Jack, merci pour le boulot. Je trouve que ça a bien aidé pour Baron Corbin, même si ça veut peut-être dire qu'il va aller vers autre chose quoi après. Mais voilà. Mais bon, voilà, non, fallait souligner quand même que il arrive à bien le placer quand il a des adversaires talentueux. Tout le reste, t'as raison, tout le reste mérite silence. Non mais c'est vrai, c'était important. Jack Swagger, Baron Corbin, ils étaient un partout. Voilà, maintenant c'est soldé. Baron Corbin est plus fort. Allez, on passe à autre chose. Terminé. Donc c'est bien. Il fallait qu'il le fasse. Et bah pour si vous aussi vous êtes fan du Baron, n'hésitez pas à regarder le Talking Smack qui a suivi parce qu'il a une petite séquence promo assez intéressante avec l'ami Daniel Bryan. On enchaîne sur Main Event. Un gros main event ce soir, hein, puisqu'il s'agit d'un match pour le titre suprême opposant donc le champion AJ Styles à James Ellsworth. Donc James Ellsworth que vous connaissez pour être ce petit gabarit étrange qui a battu AJ Styles la semaine dernière. Et donc ce qui lui a valu d'avoir un title shot pour ce soir. Donc on a plusieurs séquences backstage en fait qui ont animé l'épisode de SmackDown pour justement un peu teaser cette rencontre. On a notamment eu Dean Ambrose qui a encouragé le prétendant et a dévoilé le t-shirt officiel assez dégueulasse. Hein, il est horrible. À l'effigie de James Ellsworth. D'ailleurs, au passage, il était en vente, je crois peut-être pendant 24 heures, c'est ça ? Au prix affolant de $25, enfin juste hallucinant. Et je pense qu'ils en ont vendu des palettes. Tous ces smart victimes qui veulent faire les mecs alternatifs. C'est ça qui est très drôle en plus, c'est que je pense que le public qui en a acheté le plus, c'est sûrement les smart qui se prétendent genre tout comprendre et tout. Ouais, genre je suis trop alternatif et tout. Ouais, mais mec, tu viens de te faire entuber de $25 plus les frais de port. Je pense que le lendemain de fête va être difficile. Ouais, c'est comme un achat de gueule de bois, tu vois. C'est ça. Tiens, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu te réveilles avec le t-shirt James Ellsworth, tu sais, plein de vomi, et tu fais non. Bon, tu pourrais aussi te réveiller à côté de James Ellsworth, et là. C'est vrai. Oui. c'est beaucoup trop bu ce soir-là. Là, je suis vraiment allé loin. Bref, on a aussi une petite interview de AJ Styles backstage qui s'auto-congratule. Hein. Il retourne un peu sa veste en ridiculisant l'homme qu'il avait encouragé 1 à 2 semaines auparavant. Là, il y a une petite promo sympa où il fait un petit shoot en disant que, imaginez, hein, que ce match est une honte, hein, la plus grosse, ce serait la plus grosse du catch s'il venait à perdre, comme David Arquette qui avait gagné le titre mondial à la WCW. Donc voilà, petit shoot sympa. Bon, c'est plus facile une fois qu'on a racheté la compagnie. Oui. Bientôt des shoots sur la TNA. Bientôt, ça arrive, peut-être. Donc on a plein de séquences comme ça, notamment une où James Ellsworth dit que c'est un rêve et que son but pour ce soir c'est de survivre tout simplement déjà, hein. Que le fait que Daniel Bryan lui parle, qu'il lui a donné un match pour le championnat, un jour qu'il sera grand-père, il pourra le dire à ses petits-enfants qu'il a eu un match de championnat pour le titre suprême à SmackDown. C'est un peu rire et larmes à la WWE parce que c'était assez émouvant quand même cette séquence, hein. Je pense qu'effectivement pour lui c'est quand même un sacré morceau. Exceptionnel. Ouais. Bref, après il y a Dean Ambrose aussi qui se bat pour être l'arbitre officiel, mais Daniel Bryan lui dit écoute non, pas 2 fois. Tu peux être ce que tu veux, le timekeeper, le ring announcer ou commentateur ou n'importe quoi d'autre. Et Dean Ambrose dit qu'il fera ça. Évidemment, on demande mais comment ça quoi? Donc ça ce sera la surprise. Donc le match débute avec Dean Ambrose qui arrive en t-shirt, on sait pas trop ce qu'il mijote. AJ Styles débarque également, il est un peu sur la défensive, hein, il aime pas trop quand Dean Ambrose traîne dans les parages. Et James Ellsworth arrive, alors avec mesdames et messieurs, un titantron carrément, le mec a son titantron. Ah mais ouais. C'est la folie, il a sa musique, son titantron, avec les deux bras comme ça, tu sais, qui font suite à justement sa fameuse phrase de si n'importe quel homme qui a 2 bras peut se battre. Donc on a évidemment le public qui est à fond derrière vers James Ellsworth. Donc Dean Ambrose va interpréter plusieurs rôles ce soir, puisqu'il va faire le ring announcer tout d'abord en vendant un challenger valeureux, hein, en la personne de James Ellsworth, et par contre qui est opposé à un champion totalement froussard en la personne de AJ Styles. Puis il ring the bell, quoi. Il sonne la cloche alors pendant au moins 1 minute, hein, donc il va hacker le match comme il l'avait fait quand il avait été arbitre, hein.
Alors voilà, il va à chaque fois qu'AJ Styles va essayer de prendre le dessus ou que le match commence à s'emballer, il va couper, il va annoncer une commercial break qu'il va pas y avoir. Mais finalement, il y a eu, je crois, la vraie commercial break. Oui, il y a eu. Ils sont pas cons. Il annonce la sortie du t-shirt en disant justement qu'il est à $25 et qu'il va sortir ce soir. Donc sortez vos billets, les smarts. AJ Styles à un moment tente un chin lock, mais James se faufile puisqu'il n'a pas de chin, donc de menton. Donc on va voir jusqu'à la fin qu'ils vont jouer pas mal sur là-dessus, sur le fait que voilà, il n'ait pas de manteau, donc il est le chinless man. Donc James Ellsworth qui tente à plusieurs fois sa chance, hein. Après tout il est là, il a sa chance, il faut la saisir, mais AJ Styles lui rend à chaque fois la monnaie au centuple, hein. Il va beaucoup souffrir James Ellsworth ce soir. À un moment il finit complètement sonné, éjecté du ring, hein. Dean Ambrose le renvoie sur le ring. AJ Styles le renvoie hors du ring. Ils vont faire ça plusieurs fois. Ils vont se balancer le pauvre James Ellsworth qui a déjà pas mal morflé, qui comprend plus ce qui lui arrive, hein, tel un pantin. Là, il est complètement sonné. AJ Styles donc et Dean Ambrose se chamaillent à nouveau. Et là, alors, out of nowhere, James Ellsworth qui place un super kick, donc qui va être renommé du coup le Sweet No Chin Music. Pour le compte de 2. Donc là, le public s'est enflammé. Hein, on y a presque cru. Hein. Mais James ne parvient pas à capitaliser sur cette surprise, car AJ Styles donc le renvoie dans le coin et là commence à le passer à tabac sous des provocations incessantes, hein, de Dean Ambrose. 1, 2, 3, 4, 5, l'arbitre qui compte, disqualification de AJ Styles par l'arbitre pour être resté trop longtemps dans les cordes, et donc victoire de James Ellsworth, hein, annoncée évidemment avec plaisir par Dean Ambrose. Évidemment c'est une victoire par disqualification. AJ Styles conserve son titre. Dean Ambrose monte sur le ring, place son Dirty Deeds sur le champion. Célébration de la victoire de James Ellsworth. Alors, qui cale rien, je pense que là il est complètement sonné. Je pense que c'était Sucker Punch là. Complètement dans les vapes, le James Ellsworth est donc totalement détruit et le SmackDown se termine sur cette image. Giscal, là, tu disais tout à l'heure que tu espérais que, voilà, en disant le champion peut pas perdre dans un match aussi ridicule, en parlant du... Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Qu'en as-tu pensé ? Non, mais ça me dérange pas parce que là, c'est un angle plus qu'un match. C'est comme la semaine dernière, en fait. C'est plus un grand spectacle qu'un vrai match de catch. Donc ça me dérange pas du tout qu'il ait perdu. Moi, je me suis éclaté. Enfin voilà, je veux pas. Généralement sur ce genre de segment, je mets pas de réserve. J'étais mort de rire du début à la fin. Je suis extrêmement client de ça. Pour moi, c'est absolument inoffensif pour AJ Styles. Il y a pas de problème. Pendant le match, et même la semaine dernière, on a bien vu, il a été montré infiniment plus puissant que la petite saucisse mouillée là de James Ellsworth. À chaque fois qu'il lui mettait une patate, l'autre s'envolait à l'autre coin du ring. Donc il n'y a pas de problème en termes d'image. C'est juste moi j'ai passé un super bon moment, je me suis éclaté. J'ai popé comme un fou sur le No Chin Music et le compte de 2, franchement. Je me suis surpris à me prendre les mains dans la tête. Je me dis non, c'est pas possible. J'étais mort de rire sur les provocations de Ambrose autour du ring. Les commentaires aussi pendant le match étaient très drôles avec toutes les blagues sur le chinlock et tout compagnie. Voilà, ça me pose pas de problème parce que c'est pas méchant. Ils ont occupé 2 semaines avec ça. À mon avis, ça y est, maintenant, AJ Styles, après ça, parce qu'il l'a bien dit dans une promo au milieu du show, il a dit si Ambrose trouve le moyen de me faire perdre ce match, je vais le retrouver et je vais le défoncer. Donc à mon avis, on va passer maintenant... il va rester 4 semaines. On va monter progressivement. Dean Ambrose a réussi son objectif de get under the skin là. Donc voilà, il lui est passé. Il l'a suffisamment titillé pour que AJ Styles soit maintenant très vénère. Il va probablement lui accorder un rematch. Ça va monter. Mais voilà, sur le segment, c'était juste énorme. Moi, j'ai adoré. Et James Ellsworth, il vit le rêve de sa vie là. Rien que pour ça, c'est exceptionnel. Le mec. C'est n'importe qui. Il a un match pour le titre mondial contre AJ Styles à SmackDown. C'est dingue. Voilà. Ça va, tu te projettes pas du tout, Giscal. Non, mais c'est trop... Ah si, c'est ça, c'est trop cool, quoi. Enfin... Bon, toi, la trail, est-ce que t'as été autant emballé ? Non, pas du tout. Moi, c'était un calvaire sans fin. C'est vrai que c'était long. C'est une blague trop longue.
Et j'aurais été dans le public, voir ça en main event, je me serais cassé direct, quoi. Tu vois, j'aurais attendu 5 minutes. Bon, bah, ça dure. Ok. Bon, bah, ras le cul. On va éviter les bouchons. On va éviter les bouchons, quoi. Mais c'est pas le fait, je pige la blague, hein, le mec qui est peut-être le James Ellsworth, qui doit être le mec le plus laid que j'ai jamais vu sur un ring de catch ou même dans la vie. Alors imagine un lendemain de soirée que tu le retrouves dans ton lit, à quoi il ressemble. Une fois que tu l'as bien démonté. Ok, c'est bien pour lui, c'est fun, il a incorporé dans une rivalité. Edge Styles joue le jeu, mais c'est Dean Ambrose, quoi. Dean Ambrose qui surjoue le connard bourrin de fin de banquet. Bah non, ça me plaît pas, quoi. Et par contre, là où je suis encore en désaccord avec toi, Giscal, c'est que tu dis que c'est terminé, mais moi je sens que la semaine prochaine, tu vas avoir un autre match de championnat, no DQ, où KG Styles va s'arracher pour l'avoir parce que l'autre il va être Dean Ambrose tout le temps à côté, quoi. C'est infernal et ça va être encore le main event et ça va encore durer 20 minutes. Donc, ça reste probable, hein, effectivement. Hein, la fin du match peut laisser penser ça. Hein, ça c'est sûr. Alors bon, oui, il faut faire des shows parce que c'est long, mais bon, là, c'est une très mauvaise idée pour moi en tout cas. Bon. Alors on verra parce que alors justement, je reparle un peu de Talking Smack parce que AJ Styles allait évidemment se plaindre auprès de Daniel Bryan durant le show. Et bon, je vous invite à regarder et notamment donc il lui a reproché ce que tu reproches Lat au fait que Dean Ambrose voilà, il bouffe vraiment le truc, il en a fait trop. Et donc il reproche à Daniel Bryan d'être devenu ce qu'il combattait avant, c'est-à-dire The Authority, et donc d'en faire qu'à sa tête et de prendre des décisions complètement stupides et finalement c'est pas, il parle de justice, etc. mais c'est pas, enfin ça n'a aucun intérêt effectivement d'un point de vue pour quelqu'un qui défend une vision du catch. C'est assez contraire à la vision du catch qu'a normalement que prône en tout cas Daniel Bryan. Bon, il y a un temps pour tout, il y a aussi un temps pour s'amuser. Et pourquoi pas, mais effectivement, s'ils font durer cette rivalité en reposant un match ridicule, sans disqualification justement la semaine prochaine, voilà. Je pense pas. Jusqu'où aller, hein. Il y a un moment, effectivement, il va falloir s'arrêter, mais comme on le disait tout à l'heure, il reste encore 5 semaines, et la James Ellsworth a tellement bien pris avec le public que la WWE... c'est ça aussi le problème, quoi. Du coup, le mec est tellement over, quand un mec est over comme ça, ils savent que ça va pas durer longtemps. Avec le public qui cite son nom comme s'il citait Goldberg, tu m'étonnes après, c'est quasiment sûr, hein. Tu parlais des Smart qui avaient acheté le t-shirt parce qu'ils se sentaient supérieurs, mais c'est même obligé là. Ah bah oui, là, on va entendre des chants de James Ellsworth même quand le mec sera pas là, ça c'est sûr. Hein. Faudra vérifier les ventes de t-shirts sur le site de la WWE. Ça doit être en top trending, ils ont dit 24 heures, mais à mon avis ils vont le ressortir. Enfin, toi. Ah ouais. Bon, on le verra au Rumble en plus, ce type, je suis sûr. Oui. Tiens, pour l'article de Raphaël sur les les gagnants potentiels, est-ce qu'on lui mettrait 4 étoiles celui-ci, tiens. Mais effectivement, je pense on a une chance de le voir apparaître au Royal Rumble. Donc du coup, c'est ainsi que se termine difficilement pour certains et superbement pour d'autres cet épisode de SmackDown. Donc on va passer à la séquence top flop et la note. Donc honneur à notre invité. Donc Latrell, ton top, ton flop. Mon top c'est Alexa Bliss parce que c'est celle qui m'a le plus épaté sur le ring dans ce SmackDown. Donc voilà déjà. Belle prestation. Et le flop c'est Dean Ambrose parce que omniprésent, pas drôle, voilà, pas ma cam quoi. Et donc, est-ce que tu pourrais nous sanctionner tout ça d'une note sur 5 ? Ouais, alors du coup, la note, elle est vraiment impactée par mon appréciation du main event et également de l'opener que j'ai trouvé mal placé. Donc du coup, j'ai une note assez basse de 2 sur 5. Voilà. Oh là là, la note la plus basse de l'histoire du supplément SmackDown. Ah si, désolé. Giscal, t'es toujours là ? Oui, je suis toujours là, mais je suis très déçu. Ah bah oui, mais toi t'as aimé le main event, moi je l'ai pas aimé. Étant donné que tu prends la majeure partie du show, c'est sûr que ça doit jouer. Je peux difficilement valider ça, quoi. Et oui, non mais c'est cohérent, c'est cohérent. Non, c'est vrai qu'on a eu le pire comme le meilleur, on va dire, un petit peu dans cet épisode. Bon alors Giscal,
ton 5. C'est dans mon top. Mon top, il me l'a piqué. Moi aussi, je voulais mettre Alexa Bliss, mais je vais dire, le Notching Music là, de James Ellsworth et la Nearfall qui a suivi, qui était juste dingue. Enfin, genre, revoyez la séquence avec la réaction du public, c'était juste incroyable. Je pense qu'il vivait le moment de sa vie. Donc c'est mon top. Mon flop, bah écoute, je tire sur l'ambulance un peu, mais je voudrais mettre Natalia dedans. On a parlé rapidement dans le Jobbers World. Moi, tout ce que je lui souhaite, j'espère vraiment que, à la limite, tout ce qu'elle a dit, ça venait d'elle, tu vois, genre qu'elle s'auto-flagelle, parce que j'espère vraiment qu'il n'y a pas des gens en coulisses qui lui imposent de dire ce genre de choses à l'écran. Et j'espère que ça vient d'elle, tu vois, limite qu'elle a assez de recul et elle sait rire d'elle-même suffisamment pour genre se jouer sur le côté vieille femme au chat avec son Instagram là et ces trucs parce que sinon c'est juste triste. Mais bon, voilà, c'est mon flop. Je trouvais ça vraiment navrant. Et puis ma note, je vais mettre 3,5. Je vais mettre 3,5. C'était pas le meilleur SmackDown. Il y avait beaucoup de trucs moyens. Mais dans l'ensemble, je trouve que quoi qu'il arrive, même avec plein de petits trucs moyens, ils arrivent à sortir toujours chaque semaine des shows où ils utilisent bien tout le monde. C'est cohérent, les histoires avancent toutes. Y a quasiment rien à acheter en fait dans tous les segments. Il y a toujours quelque chose qui avance. Les semaines d'avant, on donnait un peu de temps à Hype Bros, à Ascension, American Alpha, tout ça. Là, cette semaine, ils ont donné plus de temps aux filles avec Carmella, Nikki, Alexa, Naomi, tout ça. Voilà, ils gèrent bien leur roster, c'est bien. Ok, alors moi justement mon top, ça va être Carmella, la promo shoot là, qu'elle a fait avec Nikki. Mais vraiment, je mets l'emphase sur Carmella parce que elle partait de tellement loin. On se souvient qu'elle avait fait son entrée, enfin qu'ils avaient présenté le roster des filles SmackDown. Elle était encore là avec son gimmick en pensant qu'elle allait récupérer la pop de ses deux anciens partenaires, mais bon, elle était inconnue du grand public, ça prenait juste pas du tout. Et là, cette promo, elle est vraiment super. Ce shoot avec John Cena m'a vraiment bien surpris. Et en flop, je vais mettre justement Apollo Crews, qui est pour moi un peu symptomatique de ce roster le fait qu'ils n'aient pas commencé à construire. Qu'ils n'aient pas commencé à construire cette histoire de roster pour les Survivor Series. Il y a des types là qui n'ont pas de programme. Comme Apollo Crews, enfin il en a un avec Kurt Hawkins, alors quel programme. Ce serait cool qu'ils commencent à construire un programme autour de se faire qualifier pour être qualifié donc pour les Survivor Series. Alors ils ont fait ça un peu avec Natalia. Comment? Ouais, des matchs pour représenter SmackDown, pour se donner le droit de. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils devraient passer leur temps à ça. Voilà, t'as pas de programme, prouve que t'en mérites un, grosso modo, pour rejoindre le roster SmackDown. Et des types comme Apollo Crews, clairement, auraient leur épingle à tirer à ce niveau-là. Et ma note, il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, et donc ce sera un petit 2,75. Alors voilà, je suis je suis entre Latrell et Giscal. Je sais pas si c'est une très bonne position, mais voilà. Mais si, on va bien c'est assez chaud. Ça paye aucune tournée. Alors c'est simple, Vous mettez l'addition sur le mec à gauche, sur le mec à droite. J'avoue, c'est pas mal. C'est là-dessus que se termine cet épisode du supplément SmackDown. Je remercie encore l'ami Latrell d'être venu nous envahir suite à... Ouais, c'est une invasion assez sympa. Hein. Oui. Non, parce que t'as craché sur le main event, c'était génial. Je pense que t'aurais eu Kovacs ou Major, le main event se faisait piétiner. Non, mais parce que vous êtes pas drôle. C'est tout. Mais on a toujours une âme d'enfant, hein. Mais à un moment, l'enfant, chez nous, il a un peu 12 ans, alors que peut-être pour apprécier ça, il faut avoir 3 ou 4. Ah, ça c'est encore la fameuse histoire autour de quel âge a vraiment Giscal. Ah, mais Giscal, je l'ai dit, mais on se connaît un peu avec Giscal, donc on sait que... J'ai refusé d'envoyer mes papiers, je ne vous dirai pas. Un jour peut-être ce sera révélé, toi qui aimes bien les révélations, les explications, peut-être qu'un jour on aura une explication à tout ça. On a un photomontage aussi. Un petit PowerPoint là. Donc oui, merci Latrell, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. C'était un très bon moment. Cool, super. Merci à toi Giscal. Merci.
Et donc merci à nos auditeurs. Je vous rappelle donc que vous pouvez suivre l'ami Latrell et ses deux comparses Kovac et Major Tom à chaque pay-per-view pour leur Feud of the Year, qui consiste à faire des pronos pour chaque. Je suis nul. Un truc où vous pouvez battre Latrell, alors n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas parce que je suis pas très bon. Voilà, tout simplement. Et que je crois Giscal est leader du classement je crois aussi, des auditeurs, donc là il y a quelque chose à faire, hein, je pense aussi à ce niveau-là. Vous pouvez me battre aussi parce que je suis que 5ème, je pense même avoir perdu quelques places. Donc voilà, c'est à chaque pay-per-view, et donc abonnez-vous également, donc évidemment à Catch Up, vous connaissez la ritournelle, voilà, sur YouTube, iTunes et compagnie. Mettez-nous des doigts verts ou bleus, je ne sais plus, sur YouTube. C'est bizarre, c'est tout le temps comme ça ou... Non, c'est la première fois que ça. Non, là, que je suis dit à la traite, je vais pouvoir me lâcher. Des messages subliminaux. C'est pas du tout subliminal. Un problème dans ta vie sexuelle, faut le dire. Non, au contraire, c'est très épanoui, justement, du coup, on peut se permettre de parler de ça à l'écran. Il n'y a pas de tabou, sur le supplément SmackDown. Bref, abonnez-vous en tout cas. C'est pas obligé de nous mettre des pouces, mais abonnez-vous. Mettez-nous des 5 étoiles et tout. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro du supplément SmackDown. Salut à tous. Salut tout le monde. C'est un gros sandwich avec du saucisson.